Fabienne Chauvière sur France Inter. Il faudrait que vous me racontiez comment vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, ce qu'on fait exactement, quand un agriculteur ou un vigneron nous appelle, en fait, on va lui dire, nous, il faut qu'on aille voir votre parcelle, votre vigne, votre champ de céréales. Alors déjà, c'est quelque chose qui les surprend parce que personne ne travaille comme ça. En général, l'agriculteur, il a un problème, il prend de la terre, il l'envoie, et puis le laboratoire lui dit, vous avez ci, vous avez pas ça. Donc là, quand on leur dit, non, on va aller chez vous. Ah, on va faire un trou. Oui, mais combien ? On dit le plus loin que vous pourrez aller. Alors là, c'est toujours, 50 cm, non, 1 mètre. Oui, mais si vous pouvez faire 1,50 m, 1,60 m, allez-y. On va descendre dans ce trou, puis on va regarder ce qui se passe. En fait, on prend la température ou la carte d'identité. Quelqu'un nous avait comparé à des médecins du sol et je trouve que c'est une belle, même en toute modestie, mais un médecin, il va vous regarder, il vous reçoit, il vous ausculte. Et nous, on ausculte le sol. Donc, on va regarder comment sont les racines, si elles sont rondes, si elles sont aplaties, si elles sont noires. On va regarder avec des tests si sa matière organique fonctionne bien. On va regarder si son sol manque d'oxygène. Et puis après, on va regarder aussi au fond. On va aller regarder si les racines vont jusqu'au fond. Alors là, en général, les gens nous disent, et je prends l'exemple de la Martinique, là, c'était incroyable. La personne qui avait les bananes nous dit, c'est pas la peine d'aller aussi profond, puisque moi, mes racines ne descendent pas à plus de 40 cm. On dit, mais comment vous le savez ? Il dit, on m'a dit que ça descendait pas à plus de 40 cm. On a dit, là, vous allez nous faire le trou. Et donc, on a regardé, et ces racines descendaient à 1,20 m. Et la racine, elle y va pas juste pour le plaisir, elle y va pour prendre l'eau et pour se nourrir. Donc, a priori, on va vous faire lever le pied sur la fertilisation. Si elles ne descendent pas, on va chercher pourquoi elles descendent pas. Et puis après, on va prélever des échantillons de terre en surface, au milieu, par exemple la zone en difficulté, et puis au fond. Là, il va y avoir des résultats chiffrés, scientifiques. Et en fonction de tout ce qu'on a vu sur le terrain et de l'analyse, là, on va lui donner un conseil. On va lui dire, voilà votre problème, où vous avez trop ou pas assez de produits. Mais souvent, on fait vraiment lever le pied sur la fertilisation. On sent que c'est toujours très difficile. Parce que des fois, on va chez des agriculteurs et on va dire, on va expliquer et peu de temps après, ils nous le disent, parce que les agriculteurs, il y a des fois, ils parlent quand même, et ils disent, on a eu quelqu'un ou de la chambre d'agriculture ou un conseiller qui dit, non, mais attendez, vous allez quand même pas suivre les bourguignons, vous vous rendez compte, si il vous dit de diminuer la potasse, mais si vous en mettez pas, ça va être dramatique et tout. Et on joue sur la peur, et ça, les agriculteurs nous le disent beaucoup. Donc, ils sont toujours entre deux chaises, parce que nous, on leur dit, non, vous avez un sol qui est vivant, faites confiance à la nature. Et ça, c'est aussi difficile, c'est que les sols ont des vocations. C'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et on a oublié cette notion de vocation des sols. Il y a une dimension sociologique aussi. Une fois, j'ai une anecdote amusante chez un gros céréalier de Picardie. On travaille avec lui, on arrive à l'amener doucement à la notion d'arrêter le labour. Il rentre chez lui. Il y avait son épouse qui était devant le feu, puis il dit, ça y est, j'arrête les labours. Et elle s'est retournée, mais il dit, mais tu pourras plus aller boire la bière avec les copains. Donc ça aussi, c'est un obstacle. Armés de pelles, de microscopes, de réactifs et de bottes, les Bourguignons sont partis au secours de sols de tous les continents. Ils sont pour la culture biologique et même la biodynamie, une méthode qui fonctionne avec les phases de la Lune et des préparations à base de plantes, qui réussit très bien, semble-t-il, à la vigne. Lydia, vous êtes devant votre planning là. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait au mois de mars ? Bien, au mois de mars, on n'est quasiment pas resté chez nous puisqu'on a été, on était au début du mois de mars en Italie. Après, on est parti en Martinique pour travailler pour des producteurs de bananes qui voudraient faire de la banane en biologie. Et on a beaucoup parlé du problème d'un produit de traitement qui s'appelle le chlordécone. Après,
On est parti en Espagne. De l'Espagne, on est parti à Bordeaux. De Bordeaux, on a fait la vallée du Rhône. Et nous sommes rentrés hier soir. Vous réussissez toujours à proposer des solutions ? Là, la question est un peu délicate parce que ça dépend de l'état de dégradation des sols. Donc, on essaie toujours d'apporter une solution, mais le problème, c'est que les agriculteurs ou les vignerons veulent que ça aille très vite. Donc, quand on leur dit qu'il faut, même quand tout va bien, au minimum 3, 4 ans, 5 ans, et dans certains cas 10 ans, 15 ans, voire plus, là, on voit des agriculteurs ou des vignerons qui baissent les bras et qui acceptent difficilement ce constat. Prenons l'exemple de la Martinique. Vous rentrez de la Martinique, on a beaucoup parlé du chlordécone. Les gens disent qu'il faudra 50 ans pour remettre le sol debout, comme vous dites. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce producteur de bananes ? La première chose qu'on a fait, on a regardé l'état de son sol et on a ramené de la terre pour l'analyser, pour voir s'il a de l'activité biologique et s'il a de la faune. Bon, les résultats pour l'instant sont pas rassurants parce qu'on a trouvé peu de faune, parce que effectivement le chlordécone est un produit extrêmement toxique. Ça sera effectivement très très long en Martinique. Qu'est-ce que vous avez dans ces gros entonnoirs là ? Alors, donc ces gros entonnoirs servent à compter la faune du sol. On met donc un volume connu de terre, un poids en général on met 1 kilo. On met ça sur des entonnoirs et la faune qui n'aime pas du tout que le sol se dessèche, au fur et à mesure que le sol va sécher au-dessus de l'entonnoir, vous voyez, elle va passer à travers la grille qui est juste sous le sol et elle va descendre dans des petits récipients, on va la recueillir et là on va pouvoir l'identifier, la compter, savoir combien on a d'animaux par kilo de sol, puis de voir les sols qui sont vivants, les sols qui ne le sont pas. Quand vous parlez de faune, il ne s'agit pas de taupe ou de lapin de Garenne. Hein. Non, là on parle des petits vers, des petits acariens, des colamboles, disons une faune qui fait entre... On appelle ça mésofaune, c'est-à-dire qu'elle est entre 0,1 mm et jusqu'à 2 mm de taille, quoi. Les colamboles, c'est quoi les colamboles ? Donc ils ressembleraient un peu à des insectes quand on les regarde, mais ils sont vraiment propres au sol. Et c'est eux qui mangent les parties tendres des feuilles. Vous savez, quand vous allez en forêt, vous voyez des feuilles en dentelle. Ben, c'est eux qui sont responsables de un peu les dentelières du sol. Donc ils mangent les parties tendres de la matière organique. Alors que les acariens, qui vont travailler après eux, vont plutôt attaquer les nervures, déjà des choses plus costauds. Il y a toute une série d'animaux qui vont participer à la dégradation de la litière. Et ensuite, c'est les champignons qui attaqueront les excréments de ces animaux qui feront l'humus dont nous avons besoin pour nous nourrir. À l'abri des murs de la belle grange 18e, transformée en laboratoire high-tech, Claude et Lydia Bourguignon établissent leur verdict. Dans un coin donc, de grands entonnoirs filtrent la microfaune, et là, une poignée de terre est placée sous la lentille du microscope. Ah si, voilà. Vous voyez, regardez. Ah mais oui, ça bouge. Voilà. Quand on travaille, on les voit bouger. Voilà un colambole. Donc c'est une petite bébête à 6 oui, c'est très pattes. petit. Voilà. Et plus vous en avez dans un compost, même dans les sols, eh bien plus votre sol va être aéré et fonctionnera, sera vivant et fonctionnera mieux. Oui, il y a beaucoup de colamboles parce que c'est un compost qui est en début de phase d'arrivée de la faune, et comme les colamboles mangent les parties les plus tendres, en général c'est les premiers qui arrivent. On va essayer de voir des acariens là pour le moment. On en a eu un petit là tout à l'heure. Là pour le moment, alors oui, ils sautent, les colamboles, on les appelle un peu les puces de terre parce que ils ont la propriété pour échapper à leurs prédateurs de sauter. Il était là. Il saute. Ah oui. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait dessous, ils ont une petite fourche, on appelle ça la fourca, et donc ils vont s'appuyer sur cette fourche et puis ils vont la détendre et ils vont sauter. Un peu comme des kangourous, ils sont un peu comme des kangourous. Voilà un bel acarien, vous voyez le bel acarien ? Oh là là, mais c'est énorme l'acarien. Celui-là est beaucoup plus gros. Ah oui, il y a toutes les tailles. Là par exemple, il y a autre chose là. Oui, là il y a autre chose. Ça va être un insecte ça, non ? Ou un acarien. On va attendre qu'ils se déplacent un peu plus. En général, ils n'aiment pas la lumière. Alors, on utilise maintenant, heureusement, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des lumières froides. C'est des lumières qui arrivent par des faisceaux lumineux. Oui. Non, ça c'est un petit coléoptère du sol.